Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au troisième et dernier jour du FIC et s'il est un sujet qu'il fallait garder pour la fin, c'est bien celui-ci, sécurisation des IA génératives, il y a urgence. Une urgence chiffrée, d'abord. Plus d'un salarié sur deux utilise aujourd'hui l'IA générative dans un cadre professionnel. Et pourtant, selon une étude du Conference Board, seule une organisation sur quatre dispose d'un cadre formel pour en encadrer les usages. Une urgence aussi qui est stratégique, car derrière chaque prompt et chaque automatisation se cachent des risques réels, fuite de données, violations réglementaires, dépendance aux fournisseurs et hallucinations algorithmiques. Je suis Iman Daou, manager au sein des équipes cybersécurité et protection des données chez SIA. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui avec 5 voix expertes au regard qui vont être complémentaires. Nous avons aujourd'hui présent Vincent Marais, Florence Mottet, Charlotte Barrault, Tom Martin-Roloff et Julien Richard. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, ce n'est pas tant un tour d'horizon technique, mais bien une conversation de fond pour justement tenter de comprendre et d'accompagner cette révolution sans sacrifier la sécurité, la souveraineté ni la confiance. Et pour commencer cette conversation, j'aimerais poser une première question qui est simple en apparence, mais qui est à l'intersection de l'innovation, de la maîtrise des risques et de certaines tensions qui se veulent creuses. Alors, comment encourager justement l'expérimentation? Comment innover vite, sans ouvrir la boîte de Pandore et sans aller trop loin ou trop tôt? Et j'aimerais démarrer avec vous, Vincent Marais. Vincent, vous êtes associé chez KPMG France et vous dirigez les activités cybersécurité. Et vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage de référence sur les risques liés aux technologies émergentes. Dans vos travaux, vous distinguez avec acuité deux grandes familles de risques, ceux sans intention malveillante et ceux liés à une volonté délibérée de nuire. Alors en matière d'IA générative, justement, qu'est-ce que ces distinctions changent? Et selon vous, dans la manière, qu'est-ce qu'elles changent justement dans la manière d'évaluer et d'anticiper les menaces? Merci. En effet, on a vu ces dernières années dans la presse un certain nombre d'incidents. La fameuse IA d'Amazon qui discrimine les femmes à cause de biais, par exemple, et on a testé, chacun d'entre nous a testé ChatGPT et a pu voir des hallucinations, des erreurs, mais ça, c'est des risques qui sont liés aux caractéristiques intrinsèques des algorithmes de machine learning, au réseau de neurones, mais il n'y a pas d'intention malveillante. Le problème de l'explicabilité ou du manque d'explicabilité aussi, c'est un problème qui est intrinsèque à ces nouvelles technologies. Mais il faut également se dire que si aujourd'hui et demain l'IA apporte de la valeur, et c'est quand même le but, eh bien, ce que l'histoire nous a enseigné depuis 20 ans, c'est qu'il y a des personnes qui sont des méchants, des personnes malveillantes, de par le vaste monde, qui vont s'attaquer à cette valeur, soit pour la capter, soit pour faire chanter les propriétaires de cette valeur. Et c'est ce qu'on a vu avec la révolution Internet qui, quelques années plus tard, a amené les ransomware et des sociétés qui se retrouvent sur le carreau. Et parallèlement, dans la recherche académique, depuis quelques années, il y a des centaines de papiers, des milliers de papiers qui sortent chaque année, qui décrivent des attaques contre les IA, qui vont au-delà des incidents où il y a vraiment une malveillance. Alors c'est des chercheurs, donc ils sont là pour dire les choses et pour dire qu'il y a des risques. Par exemple, vous avez l'empoisonnement de données, vous avez l'insertion de portes dérobées dans les IA, vous avez les contenus adversariaux, vous avez le jailbreaking, le prompt injection récemment avec les IA génératives, vous avez
avez le vol d'IA aussi, le modèle extraction. Donc tout ça, c'est des choses qui aujourd'hui sont plutôt dans la sphère de la recherche académique, mais demain, eh bien, c'est quelque chose qui pourra se révéler un peu comme un nouvel espace de malveillance, et donc les entreprises, les organisations qui qui sont en train d'expérimenter et qui demain mettront en œuvre des IA pour améliorer les process, pour générer de la valeur, eh bien, il faut se préparer à ça, il faut se préparer au fait qu'il y a des techniques nouvelles liées à ces algorithmes, à ces nouvelles technologies, et qui demain pourront être un support de la malveillance. Et donc il faut dès maintenant réfléchir à ça et commencer à se protéger. Merci Vincent pour cette distinction qui est essentielle et qui nous oblige en réalité à regarder au-delà des scénarios classiques d'attaque. Mais il y a aussi une autre forme de risque, plus insidieuse peut-être, et qui touche à la donnée elle-même, à sa nature et à sa sensibilité. Et justement, Charlotte Barrault, vous êtes experte en intelligence artificielle et vous travaillez justement sur ces zones grises au sein de la CNIL depuis quelques années. En décembre dernier, les autorités européennes de protection des données ont rendu un avis sur la nature juridique des modèles d'intelligence artificielle. Et dans quel cadre nous aimerions savoir est-ce que cet avis a été rendu, émis, et surtout, un modèle d'intelligence artificielle peut-il encore être considéré aujourd'hui comme étant anonyme ou comme étant un objet neutre, et si justement il a été entraîné à partir de données personnelles? Merci beaucoup, Iman. Et merci pour l'invitation, j'en profite. Donc effectivement, cette question du statut juridique d'un modèle d'IA, à savoir en fait, est-ce qu'un modèle d'IA, c'est une donnée à caractère personnel, hein, c'est ce qu'on dit dans le jargon juridique pour dire est-ce qu'il contient des données personnelles. En fait, si vous voulez, c'est un peu une manière différente de poser la question de la sécurité des modèles. C'est-à-dire qu'au lieu de se demander est-ce qu'il y a des risques, enfin vraiment de voir un modèle d'IA sous l'angle de la cybersécurité, on peut aussi adopter un autre point de vue et retourner un peu la question en se disant mais au fond, est-ce qu'un modèle d'IA c'est anonyme et est-ce que c'est confidentiel par nature? C'est-à-dire que plutôt que de considérer que quand il est soumis à des attaques, on a des pertes de confidentialité, on peut considérer, la question c'est est-ce que par défaut, en fait, c'est confidentiel? Et c'est pas évident qu'un modèle d'IA, finalement, par défaut soit confidentiel et uniquement lorsqu'il est soumis dans certains contextes à des attaques, finalement, il change de statut et puis on arrive à déduire des données personnelles. Et c'est une question qui est compliquée parce qu'elle pose la question de l'applicabilité du règlement européen de protection des données, donc la réglementation sur les données personnelles. Évidemment, la qualification juridique de ces modèles en tant que données personnelles ou pas, ça va déterminer le fait que ces modèles vont être soumis à cette réglementation. Donc c'est important du point de vue réglementaire de se poser cette question, mais c'est aussi une question finalement de la manière dont on perçoit la sécurité de ces modèles-là. Et donc, en décembre, effectivement, les autorités de protection des données européennes ont rendu un avis qui répondait à une question en apparence simple, mais très très complexe, qui est est-ce qu'un modèle d'IA qui a été entraîné sur des données personnelles est par défaut anonyme? C'est-à-dire qu'est-ce que on doit considérer qu'un modèle c'est forcément anonyme et puis éventuellement on règle le problème de la confidentialité comme une violation de données, comme une violation du secret et plutôt que d'adopter ce point de vue-là, en fait les autorités de protection des données elles ont décrété finalement qu'on ne pouvait pas considérer que c'était le cas et qu'en fait un modèle d'IA par défaut il faut pouvoir montrer qu'on a un certain niveau de sécurité et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement la sécurité et les mesures de sécurité du modèle, elles informent la qualification juridique. Un modèle qui est très bien sécurisé ou dont on a pu montrer qu'il ne présentait pas de risque de perte de confidentialité, éventuellement il pourrait sortir du champ de la protection des données. Mais ce n'est pas un élément qu'on peut accepter tel quel par défaut. Et donc pour rebondir avec ce que disait Vincent, ce qui est important dans le cas des modèles d'IA, c'est qu'il faut bien comprendre que
c'est pas uniquement les attaques de personnes qui sont qui sont vraiment expertes de l'informatique, c'est pas uniquement ces choses-là qui créent des risques de perte de confidentialité. On a aussi des pertes de confidentialité juste en interagissant avec le modèle, en écrivant des prompts de manière parfois tout à fait non malveillante. Et donc, c'est vraiment en prenant en considération ces risques de mémorisation qui sont très bien documentés dans la littérature scientifique, des risques de régurgitation qui sont possibles à la fois par attaque, et donc c'est ce que disait Vincent, à la fois dans le cadre d'attaques malveillantes, mais aussi dans le cadre d'un usage tout à fait courant. Merci Charlotte pour cet éclairage. Ce que vous dites, c'est qu'avant même de parler de technologie, il faut parler de qualification, il faut parler de cadre et de responsabilité. Et justement, cette notion de cadre, ou plus exactement de normalisation, est au cœur des travaux que mène la British Standards Institution. Alors, Julien Richard, vous représentez aujourd'hui BSI, l'un des piliers fondateurs des normes ISO. Vous accompagnez de nombreuses organisations dans la mise en place de cadres de gouvernance appliqués aux intelligences artificielles. Et dans un contexte où, justement, les organisations sont confrontées à des injonctions parfois contradictoires, il faut le dire, qu'est-ce que ou comment la normalisation peut-elle structurer un usage qui soit responsable de l'IA générative? Merci Iman, et puis bonjour à tous et à toutes. Très heureux d'être là aujourd'hui. Donc je dirais, pour répondre à cette question, déjà il y a un mot-clé, c'est normalisation, parce que généralement ce terme dans les discussions, il y a un côté un peu, il fait un peu peur, je dirais. Donc le premier point, c'est déjà réconcilier la pratique, je dirais, des risques et la gestion des risques d'entreprise avec ce qu'est la normalisation. Surtout peut-être en France, j'allais dire, il y a une vision aussi de la normalisation pour X raisons qui est un peu distante et pas forcément positive. Donc tout le challenge pour nous aujourd'hui, à BSI, mais pas que à BSI, c'est réconcilier aussi les entreprises avec la logique de normes, au sens un outil qui permet de manière collaborative, parce que pour Apple, les normes ne sont pas je vais dire, issu d'une volonté d'une organisation. C'est un travail collégial, collectif, et d'ailleurs dans un contexte comme on connaît aujourd'hui, international. Donc c'est, j'allais dire, même la normalisation a presque intérêt et propriété de dépasser toute crise géopolitique ou autre. Puisqu'une fois qu'une norme, pour le coup, une norme ISO par exemple, parce qu'on en parlait après, avec l'ISO 42001 est éditée, elle fait droit contractuel, elle fait droit, j'allais dire, légal, au sens une entreprise qui est certifiée sur cette norme est dans l'obligation de mettre en œuvre, je dirais, les processus et les exigences qui y sont associées. Donc j'allais dire, c'est presque supranational. C'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, l'ISO ne plaît pas à tout le monde, et on va en entendre parler prochainement probablement. Il y a des dimensions évidemment aussi de pression sur ces sujets-là, puisque quand on parle de normalisation, ça a vocation à standardiser une approche, qu'elle soit sociale, environnementale, et aujourd'hui on parle d'IA. On a beaucoup travaillé chez BSI sur ce sujet, mais pas que avec le IA Act, bien en amont, y compris avec des autorités qui peuvent être comme la CNIL, puisque les entreprises participent à l'élaboration des normes, donc il faut se dire qu'elles sont faites pour les entreprises et pas à l'inverse. Ce ne sont pas des normes administratives au sens comme on peut l'avoir tous les jours dans notre vie au quotidien. Elles ont le but de protéger les organisations, les aider à gouverner les risques nouveaux, d'anticiper ces risques et à devenir résilientes par rapport à des incidents ou des évolutions qui pourraient s'opérer dans des situations soit d'attaque, soit je dirais, de biais divers et variés qui sont découverts au jour le jour. Ce que les entreprises connaissent de l'IA aujourd'hui, c'est ce qu'elles sont capables de détecter. Donc l'intérêt de la norme, c'est qu'elle leur permet d'avoir des moyens de détection et de mise en place d'un certain nombre de critères de protection, j'y reviendrai plus tard, pour, je dirais, devenir résiliente et surtout rassurer in fine le régulateur
et les consommateurs que vous êtes. Je pense que quand vous utilisez un produit, vous préférez savoir ce que vous utilisez. On pense basiquement à des voitures, par exemple. On se dit qu'elles sont testées. C'est la même chose pour des produits IA. Si demain vous utilisez des produits IA, je pense que vous préférez savoir à un moment donné qu'ils ont une sécurité à certains égards plutôt que l'inverse. Donc la vocation, c'est aussi rassurer le consommateur. Et clairement, la normalisation est un partenaire de l'innovation et pas l'inverse. Et à la vocation surtout à aider les entreprises à être dans une vision stratégique et prospective. Donc aussi, c'est un facteur de business très clairement. Je reviendrai quand on parlera de l'ISO 42001. Merci Julien. En réalité, ce que vous venez de rappeler, c'est que la normalisation peut devenir un réel levier de confiance, à condition qu'elle soit pensée comme un outil au service de l'action. Et cela m'amène naturellement vers vous, Florence Mottet. Florence, as Vice President of Information Security and CISO at Zalando, you lead security strategy for one of Europe's most digitally advanced fashion platforms. Zalando is not only a retailer, it's a tech powerhouse with over 3,000 engineers shaping the future of personalized commerce. From conversational AI that enhances customer journey to large-scale internal tools, your teams are actively embedding Gen AI into the very fabric of the company's operations. And rather than resisting, you choose to guide, building a security framework, fine-tuning models on over 85,000 prompts and deploying a judge LLM to evaluate outputs. My question is that in such a bold and fast-moving environment, how did you manage to turn governance into a force of enablement for innovation? Thank you, Iman, and good morning, everyone. So, to answer your question, let me take you back to the end of 2022, at the moment where all of a sudden Gen AI became a thing, and that came through the rise of ChatGPT, of course. You said it rightly, Zalando is a technical company. Not many people know it, but it's really a tech company that happens to work in fashion. And so all of a sudden, we had all these business teams coming up with ideas. How can we improve our customer experience leveraging Gen AI? And one of those ideas was an AI assistant, which we called the Zalando Assistant, that help customers find the right outfit no matter the occasion. And so early 2023, the team started to work on this full speed. And they gave us a call, right, as they should. They said, hey, security, can you help us? And so we had been preparing for it. We were not fully ready, but we took on the challenge, of course. And as we started with our threat model and regular methodology, we realized that we were facing the usual security and privacy risks. But there were also additional things that we were not usually dealing with. Biases, misconfigurations, hallucinations, things that Charlotte also mentioned. And so that's when we realized that we had to work even more closely with the business than we already did. And it was worth it because we found a lot and we fixed a lot before the Zalando Assistant launched. As you mentioned as well, one of the remediation techniques that we used was 85,000 prompts that we classified. Business, not business, malicious. And the non-business is important because, again, as Charlotte and Vincent mentioned as well, it's not all about attacks. Sometimes it's something that is inherently wrong with the model or with the application. And so to date, this classifier is still used as one of the layers to validate the prompts that we receive. And so this was a first step, but it was only the first step.
Since then, we've done a lot. We actually have a complete methodology for AI and for Gen AI in particular. And it's something that we use day in and day out with our teams. And so the reason why I think it was successful is really one word. It's collaboration. Because the Zalando Assistant was the first Gen AI customer-facing application that we launched. And so we all learned, right? The business team, the security team, the engineering team, we learned together. And we were a real partner in that effort. We followed our methodology, of course, but we were a partner in finding issues, in making sure that we were fixing issues as well. And so for me, having that collaboration is really what opened the door for other teams to reach out to us when they wanted to leverage Gen AI. Thank you, Florence. What you've shown us is that with the right methodology and frameworks, it's possible to empower teams without compromising control. But in other sectors, especially in banking, the constraints are different, right? The stakes are higher, the regulatory scrutiny is constant, and the risk tolerance is far lower. Tom Martin Roelofs, as the Global Head of Security, Strategy and Data at ING, you operate with one of the most scrutinized and regulated sectors, international banking. ING has always been at the forefront of digital transformation, yet your approach to Gen AI has been deliberately cautious. So there are limited usage, tightly controlled environment, and deep risk assessment before deployment. While traditional AI is already part of your detection and defense strategies, Gen AI introduces a new layer of unpredictability. In such a high-stakes environment, how do you strike the right balance between the need to innovate and the responsibility to prevent cascading systemic side effects? Indeed, I'm working at the bank, and I lead also a team of data scientists. So they developed models to improve our security. So a lot of the comments that I will make is really from that angle. Et donc c'est de ce point de vue-là que je m'adresse à vous. Nous, on ne fait pas de modèle pour les clients qui sont ouverts à une attaque directe de cette façon-là. Et je pense que vous l'avez bien décrit. Vous regardez notre usage actuel de l'IA générative en matière de sécurité, c'est vraiment assez limité. On étudie. On étudie l'intelligence artificielle générative, bien évidemment, mais l'usage est très limité. On étudie les possibilités, il y a des perspectives intéressantes, et ensuite il faut réfléchir, par exemple, à enrichir des alertes issues de la détection pour établir le contexte. Ou, par exemple, si il y a de nouveaux règlements ou de réglementations, on a des textes très longs qui se chevauchent avec d'autres règlements, au moins en partie, et on étudie la question de savoir si on peut avoir des modèles d'IA générative qui résument les textes avec un bon niveau de qualité, et pour établir les liens entre les nouveaux textes et les textes existants et les mesures déjà en place chez nous. Et donc pour améliorer la vitesse à laquelle on puisse étudier les nouveaux textes et aussi faire un retour si jamais on nous demande notre avis sur un règlement en cours de développement. Donc pour nous, l'usage est très limité et aussi, surtout pour la sécurité dans la banque. Je pense que dans une banque, la responsabilité pour la sécurité, c'est vraiment à un très haut niveau. Et s'il y a une hallucination, si ChatGPT sort des mots bizarres, ou vous montre une image avec quelqu'un qui a 6 doigts, c'est pas vraiment un problème, c'est assez rigolo. Mais pour la sécurité, c'est pas pareil. Là, c'est un tout autre niveau d'importance et on ne peut pas en dépendre pour la
détection ou pour les choses critiques. Mais ça reste une technologie qui a ses promesses. Je ne sais pas pour ce qui est de l'IA générative, je ne sais pas si en soi, avec la construction du modèle, je ne pense pas qu'on va vraiment arriver à un positionnement réellement, une position vraiment importante au niveau de la sécurité. On ne surestime pas le potentiel, je pense. Mais dans le secteur de la banque, il y a un parcours. Et à la différence de beaucoup d'autres entreprises qui peuvent aller vite, qui peuvent être disruptifs, là, pour une banque, ce n'est pas pareil. Et donc, notre parcours commence par une analyse des risques. Si on développe des modèles, il faut faire des pen tests, il faut des évaluations sur les éventuelles fuites de données possibles, fuites de données personnelles. Et donc, il y a tout un parcours assez long. On y consacre des efforts, mais je pense que la plus grande partie des efforts relève plutôt de l'IA traditionnelle et l'apprentissage machine. Et là où je vois peut-être les applications pratiques, c'est plutôt dans la prévention des fuites de données, car là, souvent, les évaluations, les contrôles qu'on mène sont assez techniques avec des adresses IP, des comptes, des connexions. Et les LLM, leur force, c'est de pouvoir bien comprendre un texte, et là, pour la détection, ça peut être un cas d'usage intéressant. Alors, nous venons parler de risques, d'innovation, de cadre, mais la gouvernance, elle, ne se décrète pas, elle se construit. Et cette construction suppose de clarifier les rôles, les responsabilités et parfois même les frontières entre deux régimes juridiques, celui de la conformité et celui de la sécurité. Charlotte. Le règlement européen sur l'intelligence artificielle, ou le AI Act, adopté en mars 2024, a introduit une approche par les risques pour les personnes. Ce qu'on aimerait comprendre aujourd'hui peut-être, c'est en quoi cette logique de sécurité par et pour l'humain diffère-t-elle, selon vous, de l'approche classique du RGPD, et surtout, comment est-ce que ces deux cadres peuvent-ils se complémenter sans se contredire? Which allows me to take a look at the regulations. The AI Act has a risk-based approach in two ways. It classifies different levels of risk with different requirements in terms of the risk levels. Pardon, oui. Yes, can you hear me? Sorry. Et donc, à la fois donc, cette classification en fonction du niveau, mais aussi un deuxième titre qui est qu'en fait, c'est une approche de sécurité des produits. Donc, ça rejoint tout à fait ce que disait Julien sur les normes. En fait, dans le règlement IA, il y a la notion de normes harmonisées. En fait, le principe de ce type d'approche réglementaire, c'est de faciliter l'intégration de la réglementation dans l'industrie en passant par un certain nombre de garanties de conformité mise en service. Et ça, c'est assez nouveau finalement pour des outils qu'on pourrait appeler des systèmes d'information. En fait, classiquement, c'est utilisé pour des produits qui sont vraiment, par exemple, pour les prises électriques ou l'aéronautique. Mais là, on parle vraiment de système d'information. Et donc, toute la nouveauté de l'approche est là, c'est faire d'un système d'information produit certifié qui est soumis à des contraintes. Et là, la nouveauté là aussi, c'est que ces normes harmonisées, elles ont valeur de conformité, c'est-à-dire que en fait, c'est obligatoire de se soumettre à ces pratiques avant de déployer ou même de développer un produit. Donc il y a vraiment une sécurité pré-mise en service et même pré-conception qui est très importante, avec des contraintes qui pèsent aussi sur le fournisseur et pas uniquement sur le déployeur. Et donc cette approche-là, c'est tout à fait complémentaire du règlement sur la protection des données, puisque le règlement sur la protection des données
ne vise pas de catégorie particulière de technologie. Ça s'applique à n'importe quelle technologie qui intégrerait des données personnelles, donc d'où la question de savoir est-ce qu'un modèle d'IA c'est une donnée personnelle. Et donc leur intersection, ça va être tous les systèmes à haut risque qui ont été entraînés, potentiellement qui ont été entraînés sur des données personnelles ou qui sont déployés et qui intègrent des données personnelles. Donc typiquement, ça peut être des modèles d'IA dans le domaine de la santé, par exemple. La plupart intègrent des données sensibles, en fait, des données personnelles sensibles. Et donc ces deux règlements se complètent là-dessus. C'est-à-dire que dans le RGPD, on n'a pas cette sécurité, cette conformité pré-marché. On est plutôt dans le post-marché, c'est-à-dire le contrôle et éventuellement sanctions, même si on a aussi un certain nombre de mécanismes d'accompagnement et puis surtout on a aussi quelques dispositifs que j'appellerais pré-marché. Donc par exemple on délivre des autorisations de recherche dans le domaine de la santé. Ce qu'il faut savoir c'est que le développement d'un algorithme dans le domaine de la santé c'est assimilé à de la recherche dans le domaine de la santé. Donc on a quelques opérations comme ça de conformité. Et donc pour un peu comprendre l'essence de la différence entre les deux, c'est que le RGPD, la protection des données, c'est vraiment une approche réglementaire qui se place sous le prisme du droit individuel, de la privacy, de la confidentialité, un peu une approche de capacité, de possibilité de chaque individu à disposer de ces données. Une donnée personnelle, c'est pas utilisable dans n'importe quelle condition. On a un droit d'accès, on a un droit d'information, il y a une idée de transparence. Cette idée de transparence envers l'usager, elle est reprise dans le règlement IA, notamment concernant les exigences appliquées à l'IA générative. Il y a des obligations de documentation. Il y a aussi des obligations d'informer la personne qui interagit avec une IA que c'est une IA. Ça, c'est très important. C'est vraiment de la transparence et c'est très similaire à ce qu'on trouve dans le RGPD. Maintenant, le règlement IA va dans une autre catégorie de risques qui sont les risques systémiques et qui ne concernent pas uniquement la confidentialité, mais qui concernent aussi vraiment l'explicabilité. Alors, c'est des notions qu'on retrouve aussi dans les données personnelles. Des exigences d'enregistrement, de traçabilité. Et vraiment, il faut vraiment comprendre que dans un des cas, on parle d'un produit et dans un des cas, on parle des conséquences pour les personnes dont les données se trouvent finalement intégrées d'une manière ou d'une autre dans le modèle. On sait dans le cas des IA génératives, quand on a des photos des IA qui sont entraînées sur des images de personnes ou sur des textes écrits par des personnes contenant des informations sur elles et même de la voix, il y a de plus en plus de modèles qui sont entraînés sur des voix de personnes. Donc c'est un sujet qui est aussi grandissant et qui finalement est parfaitement à l'intersection de la protection des données personnelles. Merci Charlotte. À l'intersection, on retrouve cette notion de transparence qui reste au centre et qui est ô combien importante. Julien, justement, au sein de BSI, vous accompagnez, et vous le mentionniez tout à l'heure, la publication de l'ISO 42001, qui est le premier standard international dédié à la gouvernance de l'IA. Mais cette norme, on peut dire qu'elle est peut-être ambitieuse et se demander si elle s'adresse à toutes les organisations, à toutes les entreprises, ou peut-être est-ce qu'à ce stade, elle resterait pas, en tout cas c'est ce qu'on pourrait avoir tendance à croire de prime abord, l'apanage uniquement d'acteurs déjà très avancés technologiquement. Ou autrement dit, peut-on aujourd'hui tout de même démocratiser l'excellence en matière de gouvernance d'intelligence artificielle en s'adressant à toutes les organisations, quelles qu'elles soient, qui prétendent ou tendent à manipuler ces technologies? Alors, merci beaucoup pour cette question. Une bonne nouvelle, c'est qu'en effet, on peut dire qu'il y a une démocratisation dans la pratique aujourd'hui normative et paradoxalement dans un contexte peut-être un peu anxiogène sur ces sujets de l'IA et pour plein d'autres raisons. L'ISO 42001 paraît comme une solution qu'il faut voir positivement. Alors, évidemment, il y a des contraintes, puisqu'elle s'adresse à toutes les organisations. Après, comme le disait Charlotte, dans un contexte réglementaire, pour certaines organisations, même s'il n'y a pas forcément de lien automatique aujourd'hui entre la réglementation européenne et cette ISO, beaucoup d'organisations à haut risque en termes, je dirais, surtout celles qui développent de l'IA,
ou qui ont une solution de déploiement qui, je dirais, a un impact important dans la nature de leur activité, pour elles, je dirais, c'est être incontournable à un moment donné, si tout du moins elles veulent, en termes de business comme en termes de démarche sociale et responsable, démontrer qu'elles sont dans les clous. Mais ça s'adresse également à toutes TPE, PME, qui à un moment donné, y compris dans l'ère de la start-up aussi, beaucoup d'innovations et beaucoup d'entre elles ont aussi envie de démontrer qu'elles sont dans leur trajectoire d'innovation responsable. Donc, qui dit responsabilité en amont, ça a été dit, avant même peut-être qu'on parle de IA by design, on pourrait dire, il s'agit de se poser la question de la mesure. Comment construit-on un produit IA? Est-ce qu'on laisse, je dirais ça, des savants fous avec des grands guillemets, ou est-ce qu'on se pose des questions qui sont à la base dans la conception, si ce n'est même peut-être pour mettre en place des produits qui ont un objet marketing et économique, social et responsable, comme on peut en parler dans le domaine environnemental, quand on parle de produits compatibles avec des éléments relatifs à la transition écologique, à l'atténuation des changements climatiques, etc. Donc, je reviens à la notion d'usage. Donc oui, cette ISO a vocation à aider en fin de compte une mise en œuvre d'usage qui soit à la fois responsable et puis surtout qui soit évolutif. Donc ça s'adresse à toutes les organisations qui s'intègrent dans un cadre de gouvernance où la direction, au final, accepte le fait qu'un regard extérieur, puisque par exemple l'ESA est organisme de normalisation certes, mais aussi accrédité pour la délivrance et certification, donc ils acceptent un regard extérieur sur leur capacité de mesure, d'évaluation de l'efficacité de ce qu'ils ont initialement décidé, puisque le problème de toute innovation, c'est le delta entre ce qu'on décide initialement dans la conception et puis la réalité de ce qui se met en œuvre. Et là, je ferai un parallèle pour terminer à ce qui se passe par exemple dans le secteur médical qu'on connaît bien, puisqu'on est organisme notifié, donc on certifie des dispositifs médicaux. Je pense que tout à chacun, vous préférez savoir que ces dispositifs sont testés, évalués avant d'être mis en œuvre sur le marché. La question est du même ordre. Donc pour des sociétés qui ont des risques IA importants, en effet, on va pouvoir différencier à un moment donné les entreprises qui, dans une logique produit, ont une démarche responsable et surtout qui acceptent un contrôle. Après, ce qui ne l'acceptera pas, ça c'est un autre sujet, mais c'est l'avantage de la normalisation et de l'ISO, c'est que ça s'impose à toutes les organisations qui demain, par exemple, voudraient opérer en Europe. Elles devront démontrer un certain nombre de respect des régulations que nous on souhaite pour des raisons qui nous incombent, qui sont, je pense, très honorables. Et pour le coup, cette certification est aussi un moyen, ce qu'on appelle d'interopérabilité, c'est-à-dire de discussion supranationale entre les entreprises qui, à un moment donné, se positionnent, y compris pour transformer les sociétés et puis apporter des produits qui soient à la hauteur de ce que le consommateur souhaite. Donc oui, ça s'adresse à toutes les entreprises et c'est sa vocation à surtout démontrer un engagement stratégique et responsable en matière d'IA. Merci Julien, merci d'avoir rappelé que cette normalisation a vocation à qu'elle est inclusive et qu'elle n'a pas vocation à exclure les entreprises ou organisations qui se voudraient peut-être plus petites ou moins matures. Justement, Florence, chez Zalando, vous avez fait de cette gouvernance un réflexe collectif. You said with conviction that AI governance is not the job of one team, but a collective responsibility. And yet, in most organizations, governance still feels like a silo, or worse, a compliance checkbox. What did it take at scale to make this shared accountability truly operational at Zalando, and how do you ensure it stays transformative rather than performative? Thank you, Iman, for this question. So I'm going to take you back to the end of 2022 again, because with the rise of GenAI, the launch of ChatGPT, I mentioned that ideas were floating everywhere when it comes to supporting our customer experience. But I wasn't only externally, right? We also had a lot of folks internally who had great ideas on how to leverage GenAI. And so we saw an influx of ideas just coming through.
In parallel, in December 2022, the European Council confirmed the adoption of the general direction towards the AI EU Act. And so for us, the timing was perfect. We thought, oh, awesome. We can actually promote innovation and empower our teams while preparing for the regulatory landscape ahead. And so we really took that as an opportunity to put together a governance working towards that AI Act, and at the same time, helping to manage the volume of ideas and use cases that were coming to us. So in 2023 and 2024, we put together a very strict process to do both these things. And so that process involves a lot of people, to your point. It's not the job of one team. It's a mix of applied scientists, of legal experts, security experts, procurement experts, and all of the use cases go to that team. And so first, of course, there is a review. Is there an AI product or a model within Zalando that can be leveraged, or does it need to be something new? And if it needs to be something new or even something existing, what additional checks, if any, do we need to do? What controls do need to be put in place, and so on? So this resulted in something very formalized and structured. Today, if you're a Zalando employee and you want to experiment with Gen AI, there is a process, and we're here to help. And for me, the reason why this works and why this is really something that has taken life is that ability to have that win-win situation where, yes, there is a governance, there is a process, but we also promote innovation. So everybody feels heard, and there is that balance between the two. Merci Florence. Ce que vous montrez, c'est qu'il faut de la méthode, bien sûr, mais aussi une culture et un alignement stratégique à tous les niveaux de l'organisation. Vincent, vous alertez sur un phénomène de plus en plus préoccupant, qui est celui de l'acculturation différenciée. On a tendance à dire que les COMEX survolent, les métiers expérimentent, et puis les RSSI, que font-ils? Eh bien, ils vont rattraper et compenser. Alors, comment recréer une vision partagée et qui soit lucide et responsable des enjeux liés à l'IA générative? Et est-il encore possible, selon vous, de reprendre la main sur des usages qui se diffusent parfois en dehors de tout cadre stratégique? Je pense que la clé, c'est d'avoir de construire de façon partagée au sein de l'entreprise de mettre à jour l'univers des risques, parce qu'on est bien sûr, il y a eu d'autres révolutions technologiques, mais celle-là, elle est particulière parce on constate des risques qui sont absolument nouveaux, voire très inattendus. Et on a vécu dans un monde d'informatique déterministe ou avec des ERP, des choses qui sont censées être précis à la virgule près, etc., avec des données intègres, des bases de données relationnelles où tout est bien rangé. Et puis on se retrouve avec une espèce d'ovni avec l'IA générative qui a des comportements, on en a tous fait l'expérience, des contenus générés qui nous paraissent absolument géniaux, dignes d'un PhD, et puis le prompt suivant, une erreur qu'un enfant de 5 ans ne ferait pas. Donc tout ça est assez perturbant. Et donc il y a, je pense, une nécessité d'avoir une mise à jour de cet univers de risque, ou à côté d'un risque de fuite de données suite à un phishing, etc., on a un risque du fait d'un empoisonnement des données, j'en parlais tout à l'heure sur un aspect malveillant, mais aussi d'un système d'IA qui génère une hallucination. Et donc, et puis il faut aussi prendre ça en compte au niveau métier, parce que selon les entreprises, selon les métiers, on peut avoir des risques qui se traduisent en termes métiers de façon différente. Alors, il y a un moment où il faut
faut aussi avoir une prise de risque parce que on sait que par construction, ces IA sont des technologies non déterministes. On sait qu'il faudra accepter un certain pourcentage d'erreurs et donc la question c'est quel est ce ratio acceptable et est-ce qu'on peut mener ces IA à un niveau d'un ratio d'erreur ou de dysfonctionnement acceptable ou pas. Voilà. Et ensuite, je pense qu'il y a en effet une notion d'acculturation pour, c'est ce que Florence disait, c'est-à-dire qu'il y a une gestion de risque, mais il y a le risque à faire et puis il y a le risque à pas faire. Il y a le risque à passer à côté d'une révolution qui amène des optimisations de process, des nouveaux clients, une rentabilité accrue, une rétention et également des collaborateurs. Donc je pense que il y a un enjeu de formation et d'ailleurs dans l'IA Act, article 4 si je ne m'abuse, 5. Non, 4. Il y a une exigence de formation des collaborateurs qui est claire, nette et précise. Donc, cette formation, alors évidemment, selon les différents types de populations, parce que vous avez des praticiens de l'IA, des data scientists, il ne faut pas leur expliquer la technologie, ils la connaissent mieux que quiconque. Par contre, il faut peut-être mettre un peu l'accent sur les risques qui sont liés à ce qu'ils font. Et puis, vous avez les fonctions de contrôle qui, eux, sont très orientées risque, mais il faut remettre à jour un peu leur logiciel sur de quel type de risque on parle. Et puis, vous avez les métiers qui sont un peu au milieu du game, mais il faut aussi, il faut les acculturer sur l'IA, les potentialités, mais aussi les risques. Et puis, je pense que le top management, qui est, je pense moi, ce qui me frappe, c'est que je pense que la dimension risque dans cette révolution de l'IA, elle est déjà présente. Alors que dans d'autres révolutions technologiques, on a attendu 10 ans avant de se dire qu'il y a peut-être un risque. Donc ça, c'est plutôt positif. Merci beaucoup Vincent, c'est justement de placer le curseur de l'acculturation et du risque au bon endroit pour faire de l'IA un levier d'innovation, un accélérateur pour les organisations. Tom, you've described real-life examples where the limits of model training become visible, like when LLM trained on silent red team attacks failed to detect loud ones. What does this reveal about the fragility of AI in real-world security operations, and what kind of governance, technical and human, must we put in place to restore trust in these systems? Sur la fragilité de l'IA dans le monde des opérations de sécurité et quel genre de gouvernance technique et humaine devons-nous mettre en place. Donc je précise que ce n'était pas un LLM. Maybe first on explainability. So there are algorithms that work on the output of models and explain how did the model come to its output. Like it was 20% this feature, 50% this feature, etc. So it gives you, let's say, a hint to why a model came to a certain conclusion. However, that's something different than really understanding the full training set on which it was trained. And this is, by definition, bigger data. So, the understanding there is more statistical. It's never to the degree where we understand the full implication of possible combinations in that data set or exceptions. So I always have that conversation with my team, like, okay, how much do we understand of it? And this particular case happened when we had, let's say, the model working in parallel with our normal operations, and the model was trained on a red team attack that was quite silent. So to give you an idea, the red team produced around 2, 3, 4 alerts from various detection systems. And we trained the model on the whole landscape output. So in that confinement, in that space, that model worked perfectly. But then when a red team emerged that was suddenly very loud, produced like 12 or 13 alerts, then suddenly we noticed that the model didn't identify it as an attack. So, which is understandable if you realize that, yeah, the model it's a big decision tree, like this Japanese Ginkgo game,
And at the end, it says, well, it's an attack or not an attack. Qui finit selon plusieurs branches à décider si c'est une attaque ou pas. The importance of knowing your model, knowing the extremes of the model, knowing the constraints. D'où l'importance de connaître le modèle, the governance, I think it's very important. les contraintes et en termes de gouvernance, to have also a diverse team. So don't trust all the d'avoir une équipe diverse. geeky data scientists with it. Donc You ne have pas to juste look at it se cantonner from like an exception perspective as well. en mégadonnées, What did we train on? mais So to également challenge that comprendre vraiment qu'est-ce qu'on a donné à l'IA pour s'entraîner. It's a lot about testing, following it in practice, retraining. That makes in the end a model relatively predictable. À terme, produit un modèle relativement prévisible Thank et you, qui fonctionne Tom. correctement. So, do a lot of trainings and have diverse teams, right? Alors, nous avons beaucoup parlé de gouvernance, de responsabilité, de cadre d'usage. Mais la vraie question stratégique est peut-être ailleurs. Comment embarquer les directions générales là-dedans? Alors Vincent, vous l'évoquiez très rapidement dans la dernière question, mais ma question actuelle s'adresse à vous, Julien. Julien, au-delà des exigences techniques, il y a aujourd'hui un impératif de conviction, convaincre les directions générales, les COMEX, que la certification n'est pas un fardeau administratif, mais un socle de résilience. Et selon vous, comment peut-on faire comprendre à ces instances que la normalisation peut être un vecteur de souveraineté et de maîtrise dans un écosystème technologique qui est tout le temps en perpétuelle évolution et qui se veut parfois opaque et interdépendant? C'est pas simple. En fait, ça l'est à partir du moment où, j'allais dire, un effet un peu pervers quand on parle de régulation. Souvent on dit que c'est un peu dans nos métiers un mal nécessaire. Prise de conscience d'une problématique, d'un risque, qui soit environnemental, qui soit lié à l'IA, passe parfois par une régulation qui impose, en tout cas qui met en avant peut-être une problématique qui pourrait avoir un impact sur le business, puisqu'on va parler très clairement, ce qui va motiver la direction, c'est majoritairement dans un premier temps l'impact qui pourrait se poser en termes économiques, en termes d'appel d'offres de marché, si tout du moins il y avait des pertes de compétitivité liées à une absence de certification. Alors ça se fait dans tous les sujets, hein. On le voit en sécurité de l'information avec l'ISO 27001. Aujourd'hui, la compétitivité, clairement, entre une entreprise certifiée et une autre, elle est entre à peu près x2, parce qu'on est dans un contexte où la cyber il y a beaucoup d'impact et il y a beaucoup d'inquiétudes. Et ce que vous disiez, Iman, et c'est surtout ce qui est important, c'est la capacité de résilience. Donc, imaginons demain, par exemple, on voit beaucoup d'opérateurs IA qui s'associent à des grands groupes industriels. Je ne citerai pas le nom, mais il y en a de plus en plus, qui ont des responsabilités d'ordre économique, pour certains vitaux vis-à-vis de nous, les OIV, pour développer, je dirais, des programmes qui ont un but, dans un premier sens, qui est de productivité, d'innovation, d'efficacité, mais la réalité, c'est que ça peut nous impacter, nous. Donc, la logique de ce qui va les motiver, ça va être aussi lié à ce que le régulateur, donc au niveau des États, va tenir comme discours par rapport à la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de telle ou telle solution. Et il vaut mieux agir en amont, on le voit aujourd'hui malheureusement tous les jours sur ce qui n'a pas été fait peut-être il y a 30-40 ans en matière environnementale, puisqu'il n'y a pas eu de prise en compte des risques associés à plein de sujets, plein de questions, pour des raisons d'approche économique et libérale. Mais aujourd'hui, par contre, la question c'est, on a cette chance pour l'IA, comme le disait Charlotte tout à l'heure, que cette réflexion sur les risques, elle est là sur la table. Donc ce qui a motivé la direction, c'est surtout clairement les opportunités que ça va ouvrir et celles qui ne vont pas perdre, avec une dimension, et on peut être heureux d'être en Europe aussi à cet égard-là, mais pas que, parce qu'il y a d'autres pays qui le mettent en place, c'est la dimension aussi sociale, puisque très clairement en termes d'incidents et d'images, je pense qu'il ne ferait pas très bonne presse que des entreprises qui, à un moment donné, sont des leaders sur des questions liées à l'IA, mettre en place des solutions qui, à un moment donné, pour X raisons, sachant qu'elles sont elles-mêmes aussi probablement dans les enjeux de guerre économique, potentiellement
des cibles idéales en termes de cyberattaque, puissent avoir à un moment donné des très bad buzz en termes de réputation parce qu'elles auraient tardé à démontrer une volonté de mesurer des risques. Et le dernier point, c'est la transformation. On mesure sur toutes les entreprises certifiées aujourd'hui leur capacité d'amélioration, d'évolution, d'innovation. Et d'ailleurs, il y a des normes ISO pour l'innovation, ISO 56001. C'est pas pour rien. Ça peut être tout à fait compatible avec l'IA, intégrer les deux. Et la logique, c'est en fin de compte une norme à vocation à être un levier stratégique pour une direction. C'est pas un gadget, c'est pas quelque chose qui a vocation à gagner des marchés en soi. C'est une démarche volontaire de gouvernance, de pilotage. Et donc, je pense qu'en tant que, je reviens toujours au consommateur final, on sera plutôt amène à aller vers des entreprises qui démontreraient cette volonté-là que celles qui ne démontreront pas, même si soi-disant elles auront les innovations les plus importantes, extraordinaires. Je pense que la société d'aujourd'hui fait que les notions de risque sont très exacerbées dans la société. Donc je ne suis pas certain que les innovations, je dirais, les plus attractives, mais qui ne démontreraient pas une gouvernance, au final attireront les consommateurs. Je pense que les temps ont un peu changé. Bon, donc on voit que ces certifications, quelque part, elles sont des business enablers et vecteurs de transformation. Peut-être qu'elles seraient d'autant plus... la démarche sera d'autant plus appuyée si derrière le régulateur adopte peut-être une démarche coercitive comme on le voit aujourd'hui avec certaines normes, n'est-ce pas, NIS2, DORA et ainsi de suite. Et justement sur ces questions de réglementation, le droit parfois peine à suivre. Et Charlotte, vous le savez mieux que quiconque, les technologies évoluent bien plus vite que le droit positif. Et face à cette réalité, on aimerait savoir comment la CNIL peut-elle non seulement garantir la protection des droits fondamentaux, mais aussi accompagner les organisations dans une dynamique vertueuse. Quelles sont, selon vous, les conditions concrètes pour que la conformité ne soit plus vécue comme une contrainte, mais comme un levier d'innovation responsable? Alors, effectivement, il y a toujours on peut avoir cette impression qu'il y a une certaine inertie parce que les procédures, évidemment, en droit et surtout en législation, sont beaucoup plus lourdes qu'en innovation. Donc, de cette manière-là, l'innovation peut aller plus vite. Néanmoins, il y a quand même, je voudrais un peu nuancer cette phrase parce que quand on le voit par exemple pour la protection des données, la manière dont est écrit le texte, vu qu'il est justement agnostique technologiquement, il a aussi une très large portée et finalement une certaine pérennité et robustesse vis-à-vis des évolutions technologiques. Le règlement IA, il est un peu écrit de cette manière-là. Alors évidemment, il vise plus clairement ce qu'on appelle l'IA, mais je pense que beaucoup d'entre vous le savent, c'est un concept qui est au fond très large, qui est défini de manière extrêmement élastique parfois, même si on a cette différenciation entre déterministe et stochastique, mais qui finalement n'est pas forcément la définition qui est utilisée par le grand public, etc. Donc, finalement, on a quand même cette souplesse aussi des encadrements et de la réglementation qui permet aussi une robustesse dans le temps. Maintenant, vous avez entièrement raison. Il y a aussi, l'innovation a toujours par anticipation, on s'aperçoit que l'objet existe déjà et qu'il faut le réguler et qu'il y a des risques. Et malheureusement, parfois, c'est en réaction à des risques observés qu'on conçoit la réglementation. Je pense que ce qu'il faut, donc nous, dans notre approche à la CNIL, première chose, on essaie vraiment d'être en amont de la chaîne. C'est-à-dire qu'on est connu comme le gendarme des données personnelles, c'est le nom vernaculaire de la CNIL que le grand public connaît. Mais on a aussi tout un programme d'accompagnement qui est très important pour nous parce qu'il permet justement d'éviter que les risques, que des dégâts en fait se produisent. Donc c'est à la fois dans l'intérêt du régulateur, à la fois dans l'intérêt de la société civile, des entreprises aussi parce que c'est très coûteux pour leur réputation et parfois financièrement de faire face à une grosse violation de données comme ça s'est vu récemment. Donc voilà, nous, on veut vraiment être dans ce
disons, cette approche-là. Et il y a plusieurs outils qu'on a à notre disposition pour faire ça. Donc, on fait de l'accompagnement, on a des appels à projets où on propose à des entreprises ou à du public aussi, on a les deux, des entreprises innovantes, à fort capital de croissance. Et donc, on crée en fait une équipe avec différents, donc ça dépend du secteur, ça peut être la santé, ça peut être la banque, ça peut être, voilà. En ce moment, on accompagne par exemple DocaPost et Doctrine notamment. Donc, on a ces programmes-là où pendant 6 mois, 1 an, on est avec eux autour de la table et on discute et ils nous expliquent quels sont leurs process sur un certain produit. Et nous, on leur donne des conseils pour qu'ils soient le plus conformes possible. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans une approche de dialogue, pas de sanctions à ce niveau-là. Enfin, on est vraiment dans une approche de discussion et de dialogue et avec vraiment pour objectif de favoriser la conformité en amont de la chaîne et en amont de la mise en service. Et donc, ça rejoint encore une fois le sujet des normes aussi, c'est que c'est tout l'intérêt aussi du règlement IA. Alors, on a de la certification pour la protection des données, mais c'est pas un prérequis du texte. Hein. C'est pas un prérequis réglementaire. La conformité RGPD ne passe pas en amont nécessairement par de la certification. C'est une bonne pratique. On a parlé de la 27001 pour la confidentialité. Cette norme-là, elle correspond, elle n'est pas équivalente au texte évidemment, mais elle correspond, elle peut remplir certains prérequis qui favorisent la conformité à la protection des données. Donc en fait, l'idée aussi, c'est de développer ce type-là de référentiel. On en a dans le domaine de la santé, mais on n'en a pas pour les autres domaines. Mais l'idée, c'est vraiment voilà, d'essayer de capturer les problèmes en amont. C'est ce que permet l'approche par les risques du règlement IA, c'est de regarder dès le départ quels risques vont se poser. Si je déploie ça, qu'est-ce qui peut se passer? Quelle est finalement la postérité du modèle? Comment il va se retrouver dans tel et tel système? Quels seront les risques pour la confidentialité, pour la sécurité, pour la santé éventuellement, pour l'autonomie? Et donc, nous, notre objectif, c'est d'accompagner par ce mécanisme d'accompagnement. Et je terminerai là-dessus, un dispositif qu'on a lancé aussi il y a 2 ans, c'est les bacs à sable. Donc c'est un peu le même principe que l'accompagnement, mais avec un côté plus prospectif. C'est des projets qui ne sont pas encore déployés. Et c'est un concept qu'on retrouve dans le règlement IA qui prévoit des bacs à sable réglementaires qui sont mis en place par le gouvernement. Ce n'est pas encore le cas en France, mais l'idée c'est de potentiellement donc de pouvoir faire des conditions, des tests en conditions réelles et surtout d'avoir éventuellement certaines dérogations à titre exceptionnel pour certains traitements de données ou pratiques. Donc voilà, c'est une formidable opportunité pour les entreprises de comprendre en fait à quoi elles vont être confrontées en termes de risques. Excellent, merci. Merci pour ce travail titanesque. Tom, many security vendors now embed AI into their solutions, and yet, as clients, you've pointed to the deep opacity surrounding these systems. If we want to trust these tools with our most critical infrastructure, what level of transparency should we expect, and how should organizations like ING test, validate, and perhaps even challenge AI-powered solutions before integrating them into security operations? Thank you for the question. Yeah, so assurance on what from third parties is a very important topic for ourselves to be confident that we do the right stuff. Nous d'être sûrs, but also in regard to regulations like DORA. So it's and I'll try to give a very compact answer here. Donc je vais essayer de vous répondre de manière concise. Should we know? Yes. So we should have a proper level of understanding. Because in the end, oui, la réponse est oui, on devrait avoir accountable for the service that we offer. Bon niveau de compréhension pour le service qu'on propose. Est-ce qu'on peut le comprendre? Eh bien, je ne répéterai pas le problème de l'explicabilité de l'IA. There is also an interesting balance there between intellectual property from vendors versus the need for transparency. Fournisseurs et le besoin de transparence, on le voit souvent dans les produits de sécurité. Et une question intéressante à laquelle je n'ai pas la réponse tout de suite, est-ce que c'est une bonne chose que les produits de sécurité soient transparents sur leur fonctionnement? Yeah, before you know it, you have an underground testing service that tests whether the antivirus products recognize your malware.
qui pourrait I think that's a very interesting mix. We haven't found the end answer there. We don't need to have the end answer there. Donc on n'a pas encore la réponse. But it will be a mix. It will be a mix of like certifications of the vendors, the reputation of the vendors, the testing that we have to do ourselves. Les fournisseurs, le testing que nous devons faire nous-mêmes. Yeah, and in the end, that should give the right level of assurance and the right level of reliability. Thank you. However, we still have this growing opacity, the proliferation of tools, the increasing interdependence between systems, and this is what you've described as a kind of domino effect, Vincent. En effet, dans votre ouvrage, vous qualifiez certaines technologies d'accélérateurs de fragilité. L'IA générative, lorsqu'elle est combinée à des API ouvertes, des dépendances logicielles invisibles et à des automatisations en cascade, eh bien, elle crée peut-être aussi des vulnérabilités systémiques qui sont difficilement réversibles. Comment, selon vous, Vincent, ou comment peut-on faire pour anticiper justement ces effets dominos à l'échelle de tout un écosystème? La question, elle n'est pas simple parce qu'en effet, on a depuis 2 ans l'IA générative et en fait c'est très simple entre guillemets, c'est-à-dire on a un prompt, ça génère un contenu, on a un prompt, ça génère un contenu. Demain, on a l'IA, et déjà aujourd'hui, on a l'IA agentique. C'est-à-dire des systèmes d'IA beaucoup plus complexes. Déjà aujourd'hui, dans votre ChatGPT, votre Claude, votre DeepSeek, vous avez des fonctionnalités d'interrogation d'Internet, vous avez des mémoires, vous avez d'utilisation d'outils externes, vous avez de la réflexion, du chain of thought. Et vous aurez demain des IA agentiques avec de la planification. Et tout ça, ça augmente la surface d'exposition. Et aujourd'hui, je prends un exemple. Il y a quelques semaines, Anthropic, donc qui édite Claude, a publié un protocole qui s'appelle MCP, qui permet d'aller interroger des systèmes externes à partir d'un LLM. Eh bien, pas plus tard qu'avant-hier, je crois, il y a un premier papier de recherche qui est sorti, qui met en évidence des failles dans ce protocole. Donc, je ne peux pas dire autre chose que d'appeler à... allez, je ne vais pas dire la prudence parce qu'il faut ne pas tout arrêter parce que sinon on risque de manquer un peu le train de l'innovation, mais d'intégrer ces dimensions risques dès le début et d'intégrer ces dimensions de la malveillance potentielle dès le début. Parce que, encore une fois, si ça crée de la valeur, alors des gens seront là pour tenter de capter la valeur. Voilà. Mais moi j'ai un passé, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai fait des tests d'intrusion, je me suis amusé pendant 10 ans à casser des systèmes, etc. Je me dis qu'aujourd'hui et demain, il y a toute une nouvelle génération de pentesters qui va bien s'amuser dans ces systèmes. Voilà. C'est moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Vincent. Alors, faut-il verrouiller, interdire, bloquer? Florence, vous avez pris une autre voie. Many companies choose to block Gen AI altogether. Sorry about that. They choose to block out of fear, or maybe because there is a lack of preparedness within the organization. But at Zalando, you choose another way, enablement with guardrails, right? You empowered teams, created internal governance pipelines, and developed models that can self-evaluate. Why does block-in feel to you like a failure of leadership, and what, in your experience, does it truly take to make trusted enablement a reality and not just a slogan? Thank you, Iman. So let me start maybe with 2 clarifying points. The first one is I explained earlier how we treat use cases coming mostly from engineering teams, right, who want to experiment. So that's one side. We have a strong governance, as I explained, and we also ensure that we promote innovation within guardrails.
The second, though, is all of the different third-party applications that exist. So take a ChatGPT, a Mistral AI. Those are applications that are very common, that are very trendy. And so I'm going to focus on that part for the answer to this question. The second clarifying point is that I don't think it's a failure. I just don't think that it should be the norm to block, at least for a company like ours. And so let me explain to you what we decided. So first, there are some applications that we do block. It's not the norm, but there are some that just pose too much risk for the organization, and so we just do that. But for others, for those applications that are not necessarily authorized within the company, but also pose a risk that we think is manageable, we choose the avenue of education. And so that means a lot of training, guidance, a lot of time, a lot of effort. But for us, it's worth it, because this way we really empower people to make the right choices. Otherwise, I'm really convinced that if you block everything, folks will try and find an avenue to do it anyway, just without the right tools in hand. And so it's actually more dangerous. And there is one last point that I think is important there. If you educate folks and if you empower people to do things in the right manner, you also contribute to the bigger societal problem that is security. Because we all know it's not the problem of one company, of one country. It's really a problem that affects us all. And so we need to promote that education. And those folks that have been trained via Zalando, they'll be able to train others, their family members, and to make the right choices. So for me, it's also a way to help, right? Every little bit helps to promote security in the broader sense. Merci infiniment, Florence. Nous voyons que c'est aussi un acte de courage collectif. Alors, comme nous n'avons plus beaucoup de temps, peut-être de poursuivre la conversation avec vous. Si vous avez une ou deux questions à poser à nos panélistes. Oui, je vous en prie. On va essayer de... On n'a personne pour les micros, alors on va... Bon, sinon... On parle d'entreprise. La personne ne parle pas dans le micro, on ne peut pas entendre. Traduire. I'm sorry, we can't hear. The person isn't speaking into the microphone, so we cannot translate. But we've seen, for example, DeepSeek that was totally open and we showed it, so I tell them that, but they start to be afraid of phishing, they start to understand that, but for AI, they put their professional, personal life inside, and as far as I know, La qualité the sound quality is not enough for us to hear for the translation in the booth for the question. We'll translate the answer if we can hear it. Oui. On n'a pas suffisamment de son dans la cabine pour traduire. On traduira la réponse. Quelqu'un veut prendre la question? Je pense qu'il pourrait y avoir plusieurs éléments de réponse. Je veux juste bien dire un mot sur la partie certification. On en est au début. Clairement, on est dans une nouvelle ère. Mais il y en a certains qui trouvaient plus pratique de ne pas le faire sans donner c'est là où la régulation va avoir son rôle, parce que pour certains, ils ne vont pas avoir le choix. Et parce qu'il faut savoir que dans un cadre de BI, il y a plusieurs niveaux, ce qui peut être utilisé dans l'organisation par les salariés. Mais s'il y a des solutions développées, déployées, leurs donneurs d'ordre vont être soumis aussi à cette régulation, puisqu'ils sont dans le UIAC va peser sur eux aussi dans le déploiement et dans le contrôle de la sous-traitance. Il y a un effet ping-pong qui fait qu'à un moment donné, tout le monde va avoir, sur certains types de solutions évidemment, donc c'est pour ça que je parlais de mal nécessaire. Après, il y a des dynamiques qui sont initiées, il y a des
des annonces peuvent être faites que quand les certifications sont obtenues. Il y a des gros acteurs du marché qui ont initié des mouvements, mais c'est une démarche volontaire. Et c'est là où cette table ronde, pour ma part, indépendamment de moi, est très intéressante, parce que voilà, il y a des démarches volontaires comme Zalando, en l'occurrence, qui a perçu aussi un intérêt indépendamment de la certification, c'est de mettre en place une gouvernance responsable sur ces sujets, mais c'est aussi, je dirais, dans la relation à l'usage que ça va se faire. Ça met du temps, il y a des normes qui ont mis parfois de 3, 4, 5 ans avant de s'envoler, mais avec le UI Act, je pense que ça va être beaucoup plus rapide. Merci. Vincent, vous voulez compléter? Oui, en fait, il existe aujourd'hui des benchmarks sur ce qu'on appelle l'alignement, c'est-à-dire le fait qu'un modèle, en gros, génère ou pas du contenu toxique, soit résistant ou pas au jailbreaking, ait tendance ou pas à faire fuiter des données personnelles. Et donc, par exemple, Claude d'Anthropic sort de ces benchmarks plutôt résistants, résilients, et DeepSeek moins, par exemple. Mais tout ça bouge extrêmement rapidement. Et puis, même ces benchmarks ne sont pas forcément la vérité vraie, parce que c'est toujours basé sur un ensemble d'exemples finis, alors quelques centaines, quelques milliers de prompts où on teste et puis on voit le pourcentage de contenu acceptable, de réponses acceptables ou pas acceptables. Et puis même, il y a eu des études qui ont montré que quand un benchmark était fait d'un QCM, avec réponse A, réponse B, réponse C, réponse D, le seul fait de changer l'ordre des réponses modifier la performance des LLM. Donc, ce qui montre que tout ça n'est pas... Enfin, aujourd'hui, je pense que il faut accepter qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse absolument parfaite sur beaucoup de problèmes posés par ces IA, par ces IA génératives, par ces LLM. Voilà. Donc, on est tous un peu en train d'apprendre et d'expérimenter. C'est plus fluctuant que les modèles habituels, en fait, c'est ce que vous disiez. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Merci. Hello guys, Olivier, consultant at SIA. I have a more practical question. I conduct security analysis for many clients, especially on AI systems, and there's a lot of complexity with all these ISO standards, security frameworks, NIST, OWASP, ANSI, etc. And also all new findings in research papers. And I wonder if you have any recommendations to overcome this complexity due to regulation, ISO standards, etc. Ces complexités Merci beaucoup. Quelqu'un aux Yes, go ahead, Tom. What can I say? Common sense. Qu'est-ce que je peux dire? Le bon sens. Ce que je trouve intéressant, nous, en tant que banque, nous avons 3 lignes de défense. La première, nous développons sometimes they go in different directions, which I find very interesting, because I think it's all about ça va dans des directions différentes, puisque tout dépend de la fiabilité et de l'efficacité du modèle. C'est important quand même de savoir ce que fait le modèle et ce que les effets secondaires ou and focus on these key questions. Sometimes I get a lot indeed of like red tape and very exotic questions. Like parfois je reçois des questions could be important, un peu bizarres but let's focus on the main points there. So yeah, I would endorse common sense. C'est important de Florence wanted to add something. Maybe quickly adding to what you said, Martin. So I agree with common sense, and it all comes down to the why. So all of these standards, they're different, but their intention is usually the same. And so when we developed our security framework, we have a threat modeling methodology, a red teaming methodology, we covered the intent of all of these. And so I think that's something that we need to continue doing. Otherwise, we can get stuck in just the words or the way something is phrased. Thank you. We can have another one. De ces normes. Une autre question peut-être? Are there other questions? Bon. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été attentifs. Merci aux panélistes.